Quelle est la revendication la plus scandaleuse que vous ayez entendue d'une mariée qui voulait un mariage de rêve? Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. C'était la première fois où j'ai réellement compris que quelque chose n'allait pas. Ce qui aurait dû être la plus belle célébration d'amour allait se transformer en une sorte de pièce de théâtre démesurée, totalement dérangée. Je n'avais aucune idée à quel point tout cela irait loin. Tellement loin que même aujourd'hui, j'en parle avec un mélange d'incrédulité et de fatigue intérieure. Car ce que cette femme, cette future mariée, cette personne que je croyais connaître, allait me demander dépassait tout ce que j'avais pu imaginer dans mes cauchemars les plus extravagants. Pourtant, tout semblait si calme au début, tellement normal que je me suis laissé tromper. Je m'étais dit que ce serait juste une conversation banale sur les préparatifs, un échange où l'on ajuste, où l'on rêve un peu. Mais non, absolument pas. Rien de tout cela n'allait se passer comme prévu. Ce matin-là, elle m'a appelé d'un ton tellement sucré que j'aurais dû sentir le piège, une douceur suspecte, un miel trop épais pour être naturel. Elle m'a dit de passer chez elle pour parler de 2 ou 3 petits détails, juste ça. Elle a même ri, ce rire que j'avais longtemps trouvé charmant, mais qui allait se transformer plus tard en quelque chose de glacé, de métallique. Alors j'ai pris mes clés, je suis montée dans ma voiture et je suis allée chez elle sans me douter que ce serait l'un des matins les plus absurdes et les plus révélateurs de ma vie. Quand j'ai frappé à la porte, elle a ouvert avec ce sourire immense, presque forcé, comme si elle jouait un rôle, et elle m'a demandé d'entrer avant même de me dire bonjour, pressée, comme si quelque chose brûlait derrière ses yeux. Je suis entrée, je me suis assise sur le canapé et elle s'est plantée devant moi, les bras croisés, le menton légèrement relevé, comme une reine s'apprêtant à annoncer un décret. Et là, sans préambule, sans transition, elle m'a sorti la phrase la plus folle que j'ai jamais entendue d'une future mariée. Elle m'a dit qu'elle voulait, pour que sa wedding dream soit parfaite, que je demande à Massure de perdre du poids. Oui, tu as bien entendu, perdre du poids, pour que les photos soient plus harmonieuses, selon son expression. J'ai cru que c'était une mauvaise blague, un test stupide, mais non. Elle était très sérieuse, tellement sérieuse qu'elle n'a même pas souri en voyant ma tête se décomposer lentement. Elle a ajouté, comme si c'était une requête banale, qu'elle voulait que Massure perde au moins 10 kilos, parce que sinon elle casserait l'esthétique de la cérémonie. Je la regardais, cherchant un signe d'ironie, une étincelle de conscience, mais rien. Elle restait droite, calme, convaincue, comme si elle demandait simplement de changer la couleur des serviettes. J'ai senti une vague de colère, mais aussi un vide profond, parce que Massure, ma propre Sûre, qui n'a jamais fait de mal à personne, devait soudain devenir un problème esthétique à résoudre pour satisfaire la vision narcissique de cette femme. J'ai demandé, avec une voix qui tremblait légèrement, si elle se rendait compte que Massure avait eu des problèmes de santé, qu'elle avait vécu des moments difficiles, et que son poids était un sujet qu'on manipulait avec énormément de douceur. Elle a haussé les épaules, un geste léger, dédaigneux, et m'a répondu que ce n'était pas son problème, que si quelqu'un ruinait la perfection de son mariage, elle avait le droit d'exiger des efforts. À cet instant précis, j'ai compris que cette femme ne voulait pas une union, elle voulait une vitrine. Elle ne voulait pas un mari, elle voulait un accessoire qui lui permettrait d'affirmer sa supériorité. Mais ce n'était pas fini. Quand j'ai refusé, quand j'ai dit que jamais je ne demanderais à Massure de changer son corps pour satisfaire un caprice, elle a redoublé d'indignation. Elle m'a dit que j'exagérais, que je ne comprenais rien aux enjeux sociaux d'un mariage haut de gamme, qu'elle ne voulait pas se sentir embarrassée sur les photos. La nausée montait, parce que je découvrais un visage froid, calculateur, égoïste, presque cruel. Elle a continué. Elle voulait que Massure se tienne derrière, loin, sur les photos de groupe, et encore mieux, qu'elle évite d'apparaître sur les vidéos, parce que l'harmonie visuelle risquait d'être compromise. J'ai senti un fil se rompre en moi, une connexion, un attachement. J'ai réalisé que je ne pourrais jamais épouser quelqu'un qui traitait les gens que j'aime comme des objets décoratifs gênants. J'ai pris une grande inspiration, une de celles qu'on prend avant de faire un plongeon dans l'eau glacée, et je lui ai simplement dit que c'était terminé. Que je ne participerais pas à cette mascarade, que ma famille n'était pas négociable, que l'amour ce n'était pas ça. Je lui ai dit que si elle voulait un mariage parfait sans défaut, elle pouvait se marier avec son miroir. Elle est restée plantée là, incapable d'accepter que son caprice ait creusé notre rupture. Je suis partie, descendue les escaliers sans me retourner. J'ai senti l'air froid frapper mon visage et j'ai su, au fond de moi, que j'avais échappé à quelque chose de terrible. Un avenir où j'aurais été prisonnier d'un idéal superficiel et destructeur. Quand je suis sortie de chez elle, je croyais vraiment que le pire était derrière moi, mais je me trompais lourdement. Une personne obsédée par l'image ne s'arrête jamais au premier caprice. Quelques heures plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer sans s'arrêter. Des messages, des appels, des notes vocales. Elle alternait supplications et menaces, me disant que je ne respectais pas son rêve, que je ruinais la journée la plus importante de sa vie. Entre 2 phrases, elle glissait des accusations. J'étais trop sensible, trop attachée à ma famille, pas assez ambitieux. Je me demandais si elle parlait d'un mariage ou d'un concours. Dans un message vocal, sa voix tremblait de rage contenue. Elle me disait que si je l'aimais vraiment, je devais comprendre qu'une mariée doit être parfaite, entourée de personnes parfaites. Ce qu'elle décrivait n'était pas un rêve, mais une prison dorée où l'humanité était interdite.
J'ai mis mon téléphone sur la table, décidée à ne plus répondre, mais elle n'avait pas l'intention de s'arrêter là. C'est alors que sa mère est entrée en scène. J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu, une voix sèche, autoritaire. Elle s'est présentée et a commencé à me parler comme si j'étais un adolescent qui avait fait une bêtise. Elle m'a dit: Je crois qu'il y a eu un malentendu, avec ce ton condescendant. Elle m'a annoncé que dans leur famille, les mariages étaient des célébrations luxueuses, impeccables, et que je devais maille plier. Elle a ajouté que si ma sœur se sentait offensée, c'est qu'elle manquait de maturité émotionnelle. J'ai ressenti une colère profonde, viscérale. On osait traiter ma sœur, cette femme lumineuse, comme un meuble mal assorti. Je me suis retenue, et j'ai simplement dit à la mère que le mariage était annulé, irréversible, et que je ne voulais plus entendre parler d'elle. Elle a ri, un rire sec, méprisant, et m'a dit: Ne fais pas le malin, mon garçon, tu reviendras, elle est trop belle pour toi, tu ne trouveras jamais mieux. Ce rire m'a poursuivi toute la soirée. J'ai réalisé que cette femme avait grandi dans cette culture du paraître, où l'argent et l'apparence peuvent tout acheter. J'ai passé la nuit à marcher, à réévaluer chaque souvenir, et tout prenait une autre couleur. On m'avait retiré un filtre, et je voyais enfin la vérité. J'avais eu de la chance de découvrir cette face cachée avant de m'engager pour de bon, avant de me retrouver enfermée dans un mariage où je n'aurais été qu'un figurant, une ombre dans un tableau où tout devait briller, sauf moi et ma famille. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec plus de 20 messages supplémentaires, de la mariée, de son père, de ses amis. Tous me demandaient de revenir à la raison, de ne pas gâcher l'avenir, de penser au prestige, comme si le prestige devait être ma boussole morale. Plus je lisais ces messages, plus je réalisais que je n'avais rien perdu en annulant ce mariage. Au contraire, je m'étais libérée d'une chaîne que je n'avais pas vue se refermer sur moi. Mais eux ne voulaient pas lâcher prise, et ce n'était que le début de leur acharnement. Le 3e jour après notre rupture, alors que je pensais que le silence allait enfin revenir, j'ai reçu le message qui, à lui seul, résumait toute la folie qui entourait cette famille. C'était la meilleure amie de la mariée, m'envoyant un texte solennel. Puisque je refusais de convaincre ma sœur de perdre du poids, il fallait envisager une solution plus moderne. Elle écrivait noir sur blanc qu'il serait préférable que ma sœur n'assiste pas du tout au mariage, que ce serait plus simple pour tout le monde, car certaines présences peuvent créer des dissonances. Ce mot, dissonance, a suffi pour me mettre dans un état d'énervement silencieux. Je réalisais que ce n'était pas seulement la future mariée qui était délirante, c'était tout un système de pensée où les gens étaient classés, triés, selon leur capacité à flatter l'illusion de perfection. J'ai ressenti de la pitié, car vivre dans un monde pareil devait être étouffant, un monde où l'on n'est aimé que si l'on correspond à un standard. J'ai répondu, pour la première fois depuis 2 jours, une phrase courte. Le mariage est annulé, ne me contactez plus. Mais il ne comprenait pas le mot limite. L'après-midi même, la mère m'a rappelé. Sa voix était moins hautaine, mais plus menaçante. Elle m'a dit que leur famille avait déjà payé des acomptes énormes, des milliers d'euros, et que je n'avais pas le droit moral de me retirer ainsi, que je devais assumer mes responsabilités et rembourser chaque centime. J'ai senti un rire nerveux monter en moi. Il parlait du mariage comme d'une transaction commerciale. Je lui ai dit que je n'avais rien signé, rien promis, et que je n'étais redevable de rien. Mais elle insistait, essayant de me faire culpabiliser. Soudain, elle a lâché la phrase qui restera gravée. Tu ne comprends pas, ce mariage est notre vitrine, tu ne peux pas juste partir, tu nous humilies. Tout le problème était là. Pour eux, un mariage n'était pas une union, c'était une vitrine, une façade pour impressionner. J'ai compris à quel point j'avais eu raison de fuir, d'échapper à ce cercle familial toxique où tout est apparence. Une fois que j'ai compris ça, la peur et la colère se sont transformées en un calme froid, celui qu'on ressent quand on a survécu à un danger. J'ai répété une dernière fois que le mariage n'aurait jamais lieu, que je ne voulais plus aucun contact, et j'ai raccroché. J'ai bloqué les numéros, ignoré les mais il restait une dernière scène, la plus théâtrale. 3 jours plus tard, j'ai entendu frapper à ma porte. C'était elle, la future mariée, les yeux rouges, le maquillage coulé, dans un état que je ne lui avais jamais vu. Avant même que je dise un mot, elle s'est jetée à l'intérieur, pleurant, criant, me suppliant de revenir. Mais pas une seule fois elle n'a parlé d'amour. Elle parlait du mariage, du décor, du prestige, de ce que les gens allaient penser. Cette absence totale d'amour m'a frappée comme une gifle. J'ai senti une tristesse pour elle. Elle ne savait même pas ce que c'était que d'aimer quelqu'un réellement. Elle ne connaissait que la pression sociale et la peur d'être jugée. Elle m'a dit, dans un murmure, qu'elle avait honte que son fiancé lui échappe. J'ai compris que toutes ces exigences n'étaient qu'une armure contre la peur de ne pas être parfaite. Pendant une seconde, j'ai failli ressentir de la compassion, mais l'amour exige le respect, la réciprocité, et elle n'avait offert aucune de ces choses. Je lui ai demandé de partir, calmement, sans colère. Elle a pleuré encore plus fort, mais je n'ai pas cédé. Elle est sortie lentement, descendant les escaliers comme une ombre. J'ai fermé la porte derrière elle, cette fois pour de bon, et je suis restée là, respirant profondément l'air frais. Aujourd'hui,
Quand on me demande quel est le plus outrancier des caprices que j'ai entendus d'une future mariée, je réponds sans hésiter. Celui qui voulait redessiner le corps et la vie des autres pour satisfaire une illusion de perfection qui n'a rien à voir avec l'amour. J'ai échappé à un mariage où l'amour était absent et où seul le décorum régnait.